Donc pour parler de simulation qualité, en fait, il y a plusieurs modules, qualité dans Piccolo. Il y a un module qualité qui simule la propagation, de tranches d'eau, donc ça permet de modéliser les zones d'influence, les temps de séjour, donc âge de l'eau, le couleur résiduelle, l'origine de l'eau et ça fonctionne donc en multisource. Il n'y a pas vraiment de limite au nombre de sources que l'on peut représenter. Et il y a un module de transport particulier, en fait, qui est plutôt qu'on appelle le module de dépôt-érosion, qui permet de caractériser les zones du réseau dans lequel est, comment dire, de la mise en suspension ou au contraire, la sédimentation est susceptible de se produire, de manière à modéliser des campagnes d'ouverture de vannes et de poteaux incendie pour rincer le réseau. Mais ce modèle de transport particulier, ce n'est pas un modèle de flux, c'est vraiment un modèle de caractérisation conduite par conduite. Il n'y a pas de continuité d'une conduite à l'autre. Mais c'est surtout le premier qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, je vous passe les équations, ce n'est pas non plus le but, mais bon, les images, c'est on fait des hypothèses qui sont en même temps un peu contradictoires. C'est que déjà on découple le phénomène de transport de celui de décroissance. C'est-à-dire qu'on a d'une part un phénomène de déplacement des tranches d'eau dans les conduites qui vont se mélanger au niveau de chaque nœud ou qui vont s'écarter aux intersections suivant que c'est confluent ou au contraire ça se sépare, quoi. Avec une loi de mélange qui est une loi de mélange parfait au nœud, donc quand on a des biens sinon Q1, Q2 avec concentration C1 et C2, la quantité de matière c'est Q1, C1, de Q2, C2 de l'autre côté, et en fait on a conservation de la quantité de matière, donc Q3, C3 égale Q1, C1 plus Q2, C2. Et donc ça donne cette formule-là, qui est la moyenne pondérée des concentrations en fait, par les débits. Donc on considère que le mélange est parfluoneux. On considère qu'il n'y a pas de mélange donc, dans les conduites, c'est-à-dire que les tranches d'eau elles se déplacent, qu'il y a un écoulement finalement monodimensionnel, sans diffusion, sans mélange. Donc ça c'est le phénomène de transport, où on dit aussi advection. On a également dans les réservoirs un truc un petit peu similaire au nœud. On va dire par défaut, le modèle le plus simple de réservoir, c'est il y a de l'eau qui arrive par exemple par un nœud de surverse avec un débit Q1, une concentration C1, il y a de l'eau qui ressort de l'autre côté, puis si on décrit la conservation de la masse, en fait, ça donne une certaine valeur de mise à jour de la concentration. Le C2, c'est le même que celui qu'il y a dans le réservoir, en l'occurrence. C'est peut-être pas écrit très proprement, mais en fait, voilà. On fait des calculs de bassines avec des concentrations. Et à ces phénomènes-là de transport, donc qui permettent à eux seuls de modéliser les zones d'influence, l'âge de l'eau, les concentrations de substances non réactives, si on s'intéresse à du nitrate par exemple, ou à la dureté de l'eau, et c'est comme ça, dont les concentrations ne bougent pas au cours du temps autrement que par les mélanges. Donc à ça, on superpose en fait un phénomène de décroissance du chlore. Alors on parle de cinétique. Donc le cas conservatif, c'est un cas particulier. Donc le cas non conservatif, ça porte surtout sur le chlore. Et autant ce qu'on propage, c'est un vecteur de concentration à chaque point du réseau. Donc les différentes composantes, on les appelle C1, C2, C3, jusqu'à C9, $0, $1, jusqu'à $Z. Donc on peut 35 composants différents. Il n'y en a qu'un seul que l'on peut faire évoluer avec une décroissance dans le temps, c'est
la composante. Et on l'a fait évoluer donc avec une loi. Donc ça, c'est l'équation générale qui décrit à la fois le déplacement et la décroissance. En fait, ça serait l'équation quand on regarde dans la tranche d'eau, le dc sur dt égale moins kc. Alors là, elle est écrite à l'ordre 1, et là encore, on peut mettre un k à la puissance alpha si on veut, et rajouter d'autres termes. Mais le cas général du chlore, c'est une cinétique d'ordre 1, donc elle s'exprime a priori de cette manière-là, avec une cinétique, une constante cinétique, qui dépend à la fois de l'eau et du réseau. Donc en général, on la décompose en KO et en K réseau, et on verra que dans le paramétrage de la modélisation dans Piccolo, on fait des hypothèses, on va dire, différentes sur le cas eau et sur le cas réseau. Sur ce qui se passe dans les réservoirs, je dis que là, on avait un mélange parfait, en fait, dans les réservoirs. En fait, on a un petit peu amélioré le modèle pour avoir un mélange parfait, mais par compartiment. Et donc, dans la pratique, on donne arbitrairement au réservoir, en fait, on le décompose en 3 compartiments. Donc, on donne un pourcentage pour le compartiment d'échange et un pourcentage pour le compartiment intermédiaire. Et par défaut, la zone morte, ça sera le 100 moins la somme des deux précédents. Et en fait, ces compartiments, ils vont toujours garder la même dimension relative. Et on va considérer que donc, quand il y a de l'eau qui rentre, alors que ce soit un réservoir tampon, un réservoir de tête, par exemple pour un réservoir tampon, s'il y a de l'eau qui rentre dans le réservoir, en fait, il alimente le compartiment A, et il va y avoir un échange entre A et B et entre B et C, de telle manière à ce que le volume de B et de C augmente en même temps que le volume de A. Donc ça, c'est dans la mécanique. Donc finalement, le réservoir tampon, on va dire, il est stratifié avec une zone d'échange et puis un compartiment intermédiaire, une zone morte. Et pour les réservoirs de tête, si le nœud de remplissage est au-dessus du trop-plein, en fait, l'eau arrive dans la zone intermédiaire, sinon elle arrive au niveau du compartiment d'échange. Et si le réservoir déborde, c'est pareil, c'est la zone intermédiaire qui déborde. Donc les calculs de débit sont implicitement en fonction de la forme et des caractéristiques du réservoir. Donc là, pour le coup, ce n'est pas des paramètres qu'on peut modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier, c'est donc la taille relative des compartiments et éventuellement un taux d'échange. Le coefficient par défaut est égal à 1, mais on peut forcer les taux d'échange entre les compartiments, on peut les augmenter ou éventuellement les diminuer pour donner un effet de plus stratifié ou plus mélangé. Donc ce modèle de réservoir, c'est un modèle conceptuel, mais qui représente assez bien le comportement des réservoirs. Le principe, c'est d'être capable de simuler ce que l'on mesure. C'est-à-dire qu'un réservoir tampon, par exemple, qui est alimenté par le bas, quand on l'alimente, il peut avoir une concentration en chlore relativement élevée. Et dès le moment où on va arrêter l'alimentation, si c'est du refoulement-distribution, si on avait un mélange parfait, ce qui sortirait, c'est directement ici, on injecte une eau forte en chlore, et puis dès le moment où on inverse le débit, le débit qui va sortir, c'est le débit moyen du réservoir d'une eau qui est déjà assez ancienne, donc le chlore a eu le temps de décroître, etc. Et donc, en fait, si on modélisait ça, on aurait une variation brutale de la concentration chlore, alors que ce qu'on mesure, effectivement, c'est plutôt une décroissance avec une pente, mais relativement continue. Et ça, on arrive bien à le représenter, justement, avec des réservoirs à compartiments. Parce que, finalement, quand on amène de l'eau ici, en fait, la concentration dans cette zone d'échange, elle n'est pas très loin de la concentration de l'eau qui alimente le réservoir. Ensuite, c'est assez empirique à caler ces modèles-là, mais ça permet
de mieux représenter ce que l'on mesure. Construire la scénarisation des modèles qualité parce qu'elle est un petit peu différente des modèles hydrauliques. Alors, comment dire ça? En fait, en simulation hydraulique, on se donne des séries temporelles de conditions limites, hein, les fonctionnements des pompes, des vannes, les consommations notamment, et puis un état initial qui est les niveaux initiaux dans les réservoirs. Et à partir de là, on va pouvoir simuler le fonctionnement du réseau sur 24-48 heures. Et on a besoin de ne connaître que l'état initial du réseau pour pouvoir continuer à simuler. Quand on fait de la simulation qualité, l'équivalent du niveau initial du réservoir, c'est les concentrations en tout point du réseau. Donc c'est ce que j'ai représenté ici sur l'axe des XY, en fait l'axe spatial. En fait, on a vraiment besoin, théoriquement, pour pouvoir faire une simulation dynamique, de savoir dans quel état est le réseau, parce qu'on va propager l'eau, mais il faudrait savoir qu'est-ce qu'on propage en l'occurrence. Donc ça, c'est les conditions limites dans l'espace, donc l'état initial du système à t égale 0. Et puis on a, quand on va commencer justement à faire le calcul, on va propager l'eau qui est déjà dans le réseau, mais on va aussi injecter de l'eau à partir des sources, donc les stations de pompage, les points d'injection, qui vont amener de l'eau dans le réseau. Et pour cette eau nouvelle, finalement, il va falloir donner des valeurs de concentration, des valeurs de temps de séjour. Bon, c'est simple pour les temps de séjour, parce qu'a priori, on dira que c'est égal à 0 quand ça rentre dans le réseau. Donc, on a deux types de conditions limites, finalement. On a les conditions limites dans l'espace, l'état initial, et les séries temporelles de concentration au point d'entrée du réseau. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des composantes que l'on modélise. Donc, si on ne fait qu'un calcul de temps de séjour, en fait, il faut définir ces valeurs-là pour la variable T, enfin le temps de séjour. Si on modélise le chlore résiduel, il faudra aussi le faire pour la variable C1 qui désigne le chlore. Éventuellement pour la variable C0 qui désigne les cinétiques de décroissance du chlore pour chacune des sources, éventuellement, qui peut être différente d'une source à l'autre et puis qui vont se combiner dans le réseau, hein, comme le chlore se combine, se mélange, et comme les autres paramètres, tous les autres paramètres là, qu'on utilise pour faire du traçage justement des sources et calculer les zones d'influence. Donc, enfin, en gros, la difficulté, conceptuellement, la propagation, c'est assez intuitif, en fait. Hein. On propage les tranches d'eau à la vitesse on a fait une simulation hydraulique, et puis on parcourt, on sait qu'entre tel moment et tel moment, la vitesse dans la conduite, elle est de temps, donc il faut déplacer les tranches d'eau. Si la vitesse accélère, bon, on déplace la tranche d'eau plus vite. Au niveau des nœuds, on fait des mélanges et puis on continue à propager à l'aval, etc. Donc c'est exactement ça que fait le modèle qualité de Piccolo. Et donc, les paramètres de calcul, comme j'ai dit, c'est d'une part les conditions limites et d'autre part, pour la simulation du chlore, les caractéristiques de décroissance du chlore avec les cinétiques O. Et on peut choisir plusieurs options. Ne mettre qu'une cinétique de décroissance sur l'eau ou mettre la cinétique à la fois sur l'eau et sur le réseau. Et on a plusieurs lois de décroissance à notre disposition. Et là aussi, on va dire, c'est un petit peu empirique de choisir la loi qui permet de bien caler le modèle de chlore. La représentativité d'une simulation qualité est vraiment
dépendante de la précision de la simulation hydraulique. Parce que c'est les trajectoires de vitesse dans les conduites, en fait, qui disent quel va être le temps que met l'eau pour parcourir un point A à un point B, donc le calcul des temps de séjour, du coup de combien le chlore va décroître pendant le temps pour aller de A à B. C'est vraiment très très lié au temps de parcours, donc aux vitesses d'écoulement, donc à une bonne maîtrise de l'hydraulique et des zones d'influence de différentes ressources quand il y a plusieurs ressources sur un réseau. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc les paramètres, là pour l'instant, je vais laisser de côté les conditions aux limites dans l'espace, qui sont quand même les plus importantes, mais on va voir comment les traiter pour aborder donc que j'ai dit ici, donc plutôt tout ce qui va se passer au niveau des points d'injection, donc les concentrations des sources. Et donc dans la scénarisation, on a un panel qualité avec un bouton données, donc il suffit d'appuyer là-dessus pour voir qu'on a ici 3 onglets, donc un onglet nœud, un onglet réservoir et puis un onglet cinétique. Donc je vais revenir sur l'onglet nœud. Ici, en fait, on rentre les nœuds pour lesquels on veut définir des conditions d'entrée. Alors, si on ne définit pas de conditions d'entrée dans le modèle, en fait, les valeurs sont nulles. Et les valeurs, donc les valeurs d'entrée, les valeurs de concentration d'entrée, les valeurs de temps de séjour sont nulles. Et ensuite, ça va se propager, ça va se calculer. Donc, ça va bien pour les temps de séjour parce que l'eau qui rentre vaut 0. Mais par contre, pour le chlore ou si on veut calculer des zones d'influence, ça ne va pas être adapté de faire comme ça. Ici, par exemple, le V63V, ça doit être, si je dis localisé, là j'ai trois conditions limites. EX, 1X, ça doit être un nœud d'entrée ou un nœud de sortie du surpresseur, qui peut-être qui alimente le réseau. Pas encore trop m'intéresser à ça. Le V63V, ça doit être un des nœuds qui est de sortie à l'aval du réservoir. J'aurais dû un petit peu zoomer. Je vais réduire à 0,3. Et en fait, ouais, R9 et V63, donc le nœud V63, c'est possible que ce soit celui-ci, en fait. Hein. Non, c'est le nœud qui est juste aval du réservoir, ce qui est plutôt logique. Donc, au nœud à l'aval du réservoir, en fait, je fais un forçage finalement. Peut-être parce que j'ai mesuré. Alors là, il y a 6 mg litre de chlore, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est pour l'exemple. Donc je dis qu'à ce point-là, en fait, je mesure 6 mg litre et donc la simulation va partir avec 6 mg litre et ensuite fera décroître le chlore en fonction du temps qu'il aura passé dans le réseau et de ce qu'il aura rencontré comme conduite. Et en parallèle, j'utilise les deux composantes C2, C3 donc, pour matérialiser les zones d'influence. Alors Z1, ça sera la zone d'influence du réservoir, donc j'ai mis 100. Voilà, c'est exprimé en milligrammes litres, il faut l'interpréter en pourcentage. Et ZAP, là, a priori, il faudrait que je mette une valeur nulle. Bon, si je mets rien, c'est comme si c'était 0, mais autant le mettre explicitement. On va dire, je ne sais pas s'il faut que je fasse OK, et je vais dire la même chose pour le... Alors j'ai un autre nœud dans le réseau, qui est là pour l'exemple, en fait, j'ai rajouté un appoint, c'est-à-dire un forage qui injecte de l'eau directement dans le réseau. Et pour celui-ci, ben, je laisse zone d'influence indéfinie et je mets 100 mg litre, donc 100%, sur le code consommateur d'injection de cet appoint. Voilà.
Il faudrait que je le localise, voilà, pour vous montrer où ça se trouve. Ici, j'ai rajouté en fait un point d'injection, donc je dois avoir, je sélectionne le nœud et une injection test. Je l'ai mis dans une zone neutre pour que le profil d'injection soit découplé du profil de conso. Donc là, j'ai une injection uniforme de 365 fois 100, donc 100 mètres cubes jour en l'occurrence. Mais l'idée, c'est juste d'avoir une image qui permet de voir en fait ce qui se passe quand on propage. Là, j'ai défini les conditions limites dans le temps. Donc, ça va me dire ce qui se passera à partir du moment où je lancerai le calcul. Par contre, ça ne me dit pas ce qu'il y a dans le réseau. Donc, je vais déjà faire une première simulation avec rien, en fait, des valeurs toutes égales à 0 dans le réseau. Et puis, ça va aussi nous permettre de visualiser. Et pour faire ça, je vais d'abord faire une simulation donc, hydraulique. Une fois que j'ai défini mes conditions aux limites, ma simulation hydraulique. Je vais un petit peu décaler le modèle. Ouais, pas tant que ça sur la droite. Je vais mettre peut-être une palette de couleurs avec pardon, les Z. Voilà, alors Z app ou Z1. Enfin, je vais commencer avec la zone d'influence. Donc là, j'ai une palette de couleurs donc il me dessine en gris les valeurs à moins de 0,5 et puis bon, ça monte jusqu'à 90. Hein. Là, je suis en pourcentage en gros, donc ça me va bien. J'aurai éventuellement une palette à peu près similaire pour la pointe. Ça permettra de regarder ce qui se passe. Et là, je vais lancer le calcul donc en simulation qualité. Donc, je définis des paramètres, j'y reviendrai peut-être par la suite. Et je vais lancer des calculs heure par heure ici, entre t égale 0. Donc, je vais faire des pas, enfin, ce n'est pas vraiment des pas de calcul, mais en gros, je lance le calcul et ça me rend la main au bout d'une heure. Je calcule un pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que. Bon, je vais peut-être même. Je vais la mettre là. Donc, au bout d'une heure, en fait, l'eau qui sortait du réservoir, elle s'est propagée et elle atteint donc, ce qu'on voit ici, en fait. Ça dessine plus ou moins la zone d'influence à t égale 1 heure. Donc, je calcule un deuxième pas d'une heure et ça continue à se propager. Bon, au début, ça va vite parce que le débit est assez important, la vitesse doit être relativement élevée. Et puis, plus on s'éloigne de la source et plus ça ramifie finalement. Dans un réseau comme celui-là, en tout cas, la vitesse, elle doit un petit peu diminuer en périphérie. Et donc, en fait, on voit se dessiner, on va dire, la zone d'influence du réservoir principal. Et à contrario, si on regarde la zone d'influence de la pointe, bon là, j'ai loupé le début, mais on injecte, je sais plus si c'est quelque part par ici ou par là. En fait, il y a un petit peu d'eau qui repart, puis il y a un petit peu d'eau qui va vers la droite, etc. Et je calcule un pas. Alors, quelle heure il est là il est 7 heures du matin. Donc, en fait, il y avait une consommation relativement faible. Donc, il y avait proportionnellement peut-être plus d'eau qui est allée vers le sud pendant la nuit que ce qu'il va y avoir pendant le jour. Donc, il est probable que la zone d'influence en fait de la pointe va rétrécir dans la journée, quoi. Et en fait, là, on voit qu'effectivement, ici, j'avais une concentration qui était moyenne, qui était au-delà de 50, et maintenant, elle est repassée une valeur plus faible. Oh, pardon, ouais. C'est calculer un pas que je voulais faire, pardon. Et donc, du coup, les zones d'influence, elles vont pouvoir fluctuer un petit peu en fonction des conditions hydrauliques du modèle.
Donc là, je suis allé jusqu'à à peu près la fin. Bon, et de l'autre côté, si je regarde la zone d'influence du réservoir, si les temps de séjour max sont à moins de 24 heures, c'est peut-être pas tout à fait le cas, parce qu'on voit ici qu'on n'a pas, on a des parties du réseau qui n'ont pas été atteintes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu plus que 24 heures pour que l'eau qui sort du réservoir atteigne cette antenne. Peut-être qu'il y a une consommation relativement faible. Donc, en fait, ça veut dire que, donc, pour plusieurs raisons, j'ai fait une simulation sur 24 heures, mais on voit qu'en fait, c'est pas fini, quoi. Donc, il faudrait continuer. Et pour continuer, en fait, j'utilise le résultat de calcul de ma fin de ma journée, comme je vais l'utiliser comme condition initiale pour une nouvelle simulation avec les mêmes trajectoires, avec la même hydraulique. Donc là, je vais faire appuyer sur le bouton réinitialiser. Et avec les hypothèses de calcul que j'ai définies, je vais pouvoir relancer le calcul et ça va continuer à se propager. Puis là, on voit que ça commence la concentration, elle commence à augmenter un peu, effectivement. Oui, et puis ça redescend. Ah oui, non, alors par contre, oui, là, ça redescend. Alors c'est pour une autre raison, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est que je dois avoir comment dire, une interco ici. J'ai un petit réservoir qui alimente, et du coup, on aurait éventuellement une troisième source à tracer. Et effectivement, on voit que sa zone d'influence, elle, finalement, elle chasse l'eau qui venait qui est venue du réservoir. Et puis, donc, il y a des effets de zone d'équilibre, en fait, qui se produisent. Bon, là, c'est un petit peu détaillé, mais voilà. Voilà. Si je vais regarder sur un nœud, je sais pas, quelque part par là. Donc, ZA point, deuxième attribut, Z influence. Voilà. Je vais avoir typiquement des courbes qui sont symétriques, parce que normalement, là, la sonde devrait faire, d'ailleurs, oui, la sonde devrait faire 100%. On dirait que non, mais en fait, il faut lire la courbe l'échelle de la courbe bleue à gauche. Donc là, on est à 30. Et l'échelle de la courbe verte à droite, donc là, on est à 70. On a bien 30 plus 70, il ne faut pas additionner 30 plus 50. En gros, le point de bascule, là, la ligne du milieu, ça correspond à 40% de la pointe et puis 60% de la zone d'influence du réservoir. Donc ça coïncide à peu près. Et en fait, en fonction des variations de l'hydraulique, ici les variations elles sont assez simples parce que j'ai qu'un profil de besoin, mais en fait un appoint qui est constant et du coup il y a effectivement un effet de variation de la zone d'influence de cet appoint. Quand la consommation est forte, la zone se réduit. Et quand la consommation est faible, la zone s'étend. Donc, pour définir ces conditions limites dans le temps, a priori, on peut, en fait, ce qu'on saisit ici, c'est ce qu'il y avait dans mon modèle, c'est, donc si je reviens sur les nœuds, pour celui-ci, en fait, qui est un nœud dans le réseau, c'est vraiment du forçage de valeur. Là, c'est concentration imposée grisée. Et donc, en fait, je dis que le chlore, à partir du moment où il passe à l'aval de ce nœud-là, il a une valeur de 6 mg litre, et le Z-inf, il a une valeur de 100. Alors que pour l'autre nœud, en fait, c'était un point d'injection que
que j'ai utilisé. J'ai créé explicitement un code conso avec une valeur négative. Et donc là, j'avais la possibilité soit de dire que ces valeurs-là s'appliquent, là pour le coup, au code d'injection. Et j'aurais pu aussi bien dire que c'était une concentration imposée au nœud à ce moment-là et pas au point d'injection. Ce qui n'était pas tout à fait la même chose parce que il peut y avoir de l'eau qui vient du réservoir et qui vient se mélanger à l'injection, auquel cas imposer la concentration, c'est un petit peu différent de dire quelle est la concentration de ce qu'on injecte. Donc on a les deux possibilités et on peut forcer en fait des conditions en tout point du réseau et en nombre virtuellement illimité de points. Alors, dernier point que j'ai pas regardé, là, voilà, pour le coup, j'avais, pour ce qui est des calculs de la cinétique du chlore, donc on a plusieurs options de calcul, pas de cinétique, c'est un calcul. En fait, là, ce que j'ai fait, là pour l'instant, j'ai pas regardé le chlore, hein, mais donc ça ne ferait pas bouger la concentration au chlore, elle ne changerait que s'il y a des mélanges d'eau. Donc une cinétique fonction de l'eau seulement, ça va être une cinétique exponentielle décroissante que j'ai décrite tout à l'heure, donc par défaut avec un exposant de l'ordre de décroissance de 1, ce qui correspond effectivement à une exponentielle. Si je reviens, je ne l'ai pas écrit nulle part ça, mais une loi dC sur dt égale moins kc avec un exposant 1 sur le chlore. L'intégrale de ça, c'est que la concentration égale C0 exponentielle moins K, moins KT. Hein. Mais donc là, on aurait la possibilité de mettre un exposant différent de 1. Alors, restons simples. Et donc, on donne une valeur de cinétique globale par défaut pour l'eau du réseau. Donc, les ordres de grandeur, c'est de l'ordre de 1 millième par minute. Hein. C'est des minutes moins 1, les coefficients cinétiques. On a la possibilité, s'il y a des sources, d'utiliser les cinétiques propres aux sources, c'est-à-dire que on va propager une valeur dans la composante C0 et on va utiliser cette valeur-là comme cinétique. Et ces cinétiques, elles vont se mélanger. Ça veut dire que si on a des eaux de qualité différente, en fait, on va pouvoir modéliser comment elles se propagent et éventuellement comment elles se mélangent et quelle influence ça a sur le chlore en fonction justement des zones d'influence et des zones de mélange. Alors, on peut bien sûr aussi. Alors là, on n'utilisera plus les cinétiques par zone enfin, on va dire, qui sont des paramètres un peu obsolètes. Hein. On peut utiliser les cinétiques en fonction de l'eau et du réseau. Et là, on a. En fait, on va décrire par classe de matériaux ou par classe de conduite quelle est la cinétique pour chacun des matériaux. On ne va pas être obligé forcément de décrire les valeurs pour tous les matériaux. On peut mettre des cinétiques par défaut. Là, on a une ligne défaut qui permet de dire qu'il y a une valeur de cinétique pour tous les matériaux pour lesquels je ne dis pas que c'est autrement. En fait. Et donc là, on dirait, alors là, ces valeurs-là, elles ne sont pas vraiment pertinentes. L'idée, ça serait de dire, par exemple, 0, pour un diamètre de 250 mm, j'ai une cinétique apparente de 0,01. Et puis pour un diamètre double, j'ai une cinétique moitié, par exemple 0,5. Et on va dire ici qu'on utilise une loi hyperbolique ou exponentielle. Donc hyperbolique, c'est du c'est du 1 sur D ou AD plus B sur C, CD plus
plus E, on va dire. En gros, là, ce qu'on vise à représenter, c'est une relation inversement proportionnelle au diamètre. Donc, pour un diamètre double, on met une cinétique moitié moindre. Donc, en faisant ça comme ça, en fait, je décris donc une loi où, pour un diamètre 500, j'aurai une cinétique de 0,5 millième, et pour un diamètre de 250, j'aurai une cinétique de 1 millième. Et le Piccolo va prolonger sur tous les diamètres, donc calculer l'hyperbole qui passe par ces deux points. C'est-à-dire que pour une conduite de 125 mm, donc de moitié de 250, j'aurai une constante cinétique de 0,002. Donc je peux mettre une valeur par défaut, je peux mettre une valeur pour une ou plusieurs matériaux. Alors en l'occurrence, historiquement, on travaillait avec les tables de matériaux. On s'est rendu compte que ce n'était pas très pratique parce que quand on veut caler les modèles qualité, ça peut sous-entendre de redécouper les classes en fonction des zones d'influence, par exemple, ou en fonction des étages, et ce n'est pas très pratique de le faire sur des matériaux. Donc l'idée, c'est de faire un peu la même chose, mais avec les parois. Donc là aussi, on a une ligne paroi, et pour le coup, j'aurais mis mes valeurs de K 0,001 pour 250, et ici 0,0005 pour le diamètre 500 mm. Et donc j'utilise la cinétique paroi. Et là, je peux dire OK. Et donc, ces cinétiques, là encore, elles ne sont utilisées que pour calculer la décroissance du chlore. Et pour le coup, si je veux spécialiser, en fait, dire que par exemple, dans cette zone, il faut que j'attrape des conduites. Dire que pour cette zone, les conduites, elles ont un certain comportement. En fait, je pourrais aller. Je ne sais pas si je peux le faire. Ah non, je pense que je ne peux pas le faire ici. J'ai pas les. Si, j'ai les types de parois ici. Donc, je pourrais aller dire que pour les arcs sélectionnés à l'écran, là, pour les arcs pointés, je vais mettre une paroi 1, et puis recopier, par exemple, CTRL D. Hop. Et du coup, maintenant, dans ma boîte de dialogue cinétique, j'ai une classe paroi 1 pour laquelle je peux donner des valeurs différentes. Peut-être que là, c'est 2 fois ou 1 fois plus 0, 2, et puis ici 0,001. Donc c'est 2 fois plus que la cinétique par défaut. Et ainsi de suite. Éventuellement relancer donc ma simulation qualité. Non, il vaut mieux relancer une simulation hydraulique pour être sûr que les données soient bien enregistrées et prises en compte. Et ensuite une simule qualité, une ou plusieurs. Donc là, je vais les lancer. Donc, je vais en faire 2. Ça suffit là, pour ce modèle. Et éventuellement, aller regarder le chlore. Alors là, la palette n'est pas bien adaptée parce que la concentration de départ est à 6. Donc, il faut que je change, bien sûr. Chlore, modifier. On va dire en automatique, 0,1. 0,5. Je vais mettre 3 ici. OK. OK. Voilà. Ah, j'ai peut-être un peu forcé le trait, mais on voit que ça décroît un petit peu en extrémité. Et là, il y a aussi la zone d'influence de mon appoint.
pour lequel j'ai peut-être pas mis de chlore, je me souviens plus. Bon, ce modèle-là est relativement simple parce qu'on est, comment dire, on refoule dans un réservoir et on a une distribution gravitaire, donc c'est assez linéaire. Quand on a des modèles avec des réservoirs en cascade, ce qui se passe, voilà, là j'ai dessiné un graphe d'évolution du temps de séjour et des concentrations initiales en chlore dans le réservoir. En fait, on voit que même dans le réservoir, en fait, ces concentrations, elles sont de toute façon pas nulles et elles fluctuent au cours de la journée. Et un des enjeux de la simulation, enfin de l'initialisation, ce qui était assez visuel dans ma simule, c'est qu'au bout de 24 heures, en fait, on a propagé toute l'information d'entrée, celle qui sort du réservoir et puis de ma zone de mon injection complémentaire. En fait, c'est propagé à chasser toute l'eau qui n'avait pas d'information, quasiment. Donc, au bout de deux simulations successives, on a à peu près stabilisé toute la partie à l'intérieur du réseau. Par contre, si je n'avais pas mis mon point de forçage à l'aval du réservoir, mais si je l'avais ajouté à l'amont, il est possible que si je regarde justement les concentrations à l'intérieur du réservoir, je vois des choses un peu différentes. Alors, chlore. Voilà, en fait, c'est à peu près équilibré, c'est-à-dire qu'on voit que ça descend. Pendant que le réservoir se vide, le résultat de chlore descend parce qu'il y a une décroissance. Et puis dès qu'on commence à remplir le réservoir, en fait, la concentration en chlore remonte. Et ça les plages de remontée, là, ça doit correspondre au moment où on alimente, enfin où le surpresseur se remet en marche. Et ce qu'il faut faire attention, justement, dans les simulations dynamiques, c'est de faire suffisamment, justement, de journées successives pour que ça ait un sens. Il faut arriver à un point où la valeur qu'on a en fin de simulation ici est à peu près du même ordre de grandeur que la valeur qu'on a au début. Au cours de ma première simulation, tout était égal à 0. Donc ma courbe, elle partait de 0 et puis elle est montée peut-être à, je sais pas, 8 ou 10. La deuxième journée, c'est peut-être parti de 10 à 20. Et puis voilà, ma troisième journée, enfin machin. Et puis maintenant, je pars de 23 et puis j'arrive à peu près à 23. Donc je suis à peu près en régime pseudo-périodique. Et pour arriver à ce résultat, il faut avoir effectivement... le réservoir introduit un effet de tampon, quoi, de mélange, hein, puisqu'il y a une grande quantité d'eau à l'intérieur. Et il faut avoir fait suffisamment de simulations pour que voilà, on retrouve ce régime pseudo-périodique, parce que ensuite, c'est le réservoir qui va fournir l'eau au reste du réseau, donc qui normalement dicterait le temps de séjour à l'aval. Et là, j'ai regardé, oui, le chlore, mais ça serait pareil pour le temps de séjour. Temps de séjour. Non, on commence à 4 et on termine à 6. On n'a pas encore. On termine à 5, 5,80, quoi. Et donc, si je relance un calcul, et ouais, dans les options d'initialisation du coup, je vais y venir, en fait. Donc, ça, ce que je viens de dire, il faut lancer plusieurs simulations d'affilée. Et alors, il est préférable pour faire ces simulations que les niveaux des réservoirs en fin de simulation hydraulique soient relativement proches des niveaux initiaux pour que ça soit légitime de dire que l'état final puisse l'utiliser comme état initial et le repropager. Et bon, là, en fait, j'ai donné en fait un schéma de calcul qui est un petit peu compliqué. En fait, là, j'ai mis entre double crochet ces 2 ou 3 lignes là parce que c'est un petit peu théorique.
Donc il faut saisir les données qualité pour faire le calcul. Donc éventuellement les concentrations estimées des réservoirs. Et là, c'est ce que j'ai saisi en fait justement dans la boîte de dialogue que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Donc dans la boîte de dialogue réservoir ici, j'ai donné une estimation du temps de séjour initial, de même que j'avais donné une estimation du chlore résiduel initial. Et donc c'est cette valeur-là qui est reprise en début de calcul. Ça permet éventuellement d'aller un petit peu plus vite si on est capable d'estimer ces valeurs initiales. Sinon, la méthode qui marche à peu près à tous les coups, c'est de lancer plusieurs simulations donc, avec les paramètres init auto-détail et init réservoir off, c'est-à-dire on va dans simulation qualité. Ici, on a des options de calcul. Donc le temps de séjour, on le laisse, on prend le temps moyen quand on fait des mélanges de temps de séjour. Et là, on a deux options d'initialisation des concentrations et des réservoirs. Là, il faut choisir init automatique avec reprise pour la première ligne. Et pour la deuxième, il faut dire init automatique. Et ça dit exactement à Piccolo de reprendre comme condition de départ les résultats de calcul finaux de la simulation précédente, s'il y en a eu une. Sinon, ça repart avec 0. Et donc là, pourvu que je fasse, que je reprenne cette option et que je relance un calcul. Maintenant, quand je regarde les temps de séjour, je repars bien de 5,80 à peu près. Et là, j'arrive à 5,80. Donc, a priori, je suis assez bien stabilisé, quoi. Donc, j'ai pas besoin de faire de simulation complémentaire pour ce qui est du fonctionnement du réservoir, hein. En général, il en faudra une ou deux de plus pour que une fois que c'est stabilisé au niveau du réservoir, ça puisse se propager dans le réseau jusqu'aux points les plus éloignés. En fait, pour faire simple, il n'y a qu'une option à choisir, quoi, hein. C'est init auto avec reprise et automatique. Là, les autres variantes, ça permet éventuellement d'avoir à faire un poil moins de séquences si on a une bonne estimation initiale, mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est d'écrire auto avec reprise ici. Pour les concepts. Ce qui se passe, c'est que comme Piccolo propage des tranches d'eau, les conduites, elles sont discrétisées d'une certaine façon. Ce n'est pas une discrétisation à pas fixe, c'est une discrétisation à pas variable, mais il y a une multiplicité d'informations qui figurent. Alors, le graphique, là, n'affiche que la valeur moyenne des concentrations de chaque conduite. Mais dans la réalité, il peut y avoir, je sais pas, un millier de valeurs différentes de concentration ou temps de séjour, hein, tout le long du profil de chaque conduite. C'est ça qu'il faut voir. Et utiliser l'initialisation automatique avec reprise, là, détail, ça permet d'utiliser exactement les profils détaillés finaux de la dernière simulation comme condition de départ de la suivante. Alors, du coup, vous comprenez bien que pour des modèles, celui-là, il est tout simple, mais pour des modèles compliqués, avec plein de réservoirs, en particulier des réservoirs en cascade où il faut avoir stabilisé le premier pour que le deuxième commence à stabiliser, puis le troisième, etc., on peut être amené à faire une dizaine de simulations qualité d'une journée pour arriver à un régime d'équilibre, en fait, qui est à peu près un sens. Ça peut être long, parce que pour les gros modèles, les simulations hydrauliques sont longues, mais les simulations qualité sont longues également. De ce fait, il y a normalement un paramètre, alors voilà, c'est pas dans cette boîte de dialogue, mais c'est dans la boîte de calcul de simulation. Donc, quand on lance calcul qualité ici, et qu'on a choisi donc, de faire une simulation automatique avec reprise, ici, on va pouvoir cocher l'utilisation d'un fichier d'état détaillé.
Alors, s'il existe avant le lancement du calcul, donc conventionnellement, ce fichier s'appelle, il a une extension WQS pour Water Quality State, si on veut. Moi, je l'appelle WQ.WQS. Mais on peut lui donner le nom du modèle, le nom de la saison, etc. Donc, si le fichier n'existe pas, qu'on coche ça quand même, ce fichier sera créé à la fin de la simulation. Là, je pense que si je fais mes simulations dans ce dossier, le fichier n'existe pas, donc je ne triche pas. Donc là, je coche la case. Donc il n'existe pas, ça va quand même lancer la simulation qualité détaillée avec le résultat de la dernière simulation. Mais à la fin du calcul, ça va créer en fait une copie de cet état final, donc qui sera enregistré dans le fichier donc wq.wqs. Et l'intérêt de ce fichier, c'est un peu comme le niveau initial du réservoir en hydraulique, c'est qu'il résume tout le passé. Donc, une fois qu'on a ce fichier-là, là, je peux fermer Piccolo et puis ensuite le relancer. Et quand je vais relancer ma simulation qualité, je vais aller dire que j'utilise ce fichier d'état détaillé et je vais n'avoir à faire qu'une seule simulation, en fait, pour, en fait, pour repartir vraiment d'un état qui a un sens et puis pour faire ma journée de simulation hydraulique éventuellement et qualité. Donc cet état initial, il dépend du scénario hydraulique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas le même en été ou en hiver. Là encore, ce modèle-là, il est tout simple, donc il fonctionne un peu de la même manière, mais avec des coefficients de pointe un peu différents. Donc il y a des vitesses plus élevées en été, donc des temps de séjour plus courts, donc du chlore en concentration plus importante. Donc le fichier d'initialisation, il sera un petit peu différent en été et en hiver, quoi. Il dépend vraiment du scénario hydraulique. Néanmoins, le lendemain est jamais strictement égal ou identique à la veille. Donc, on va dire, on pourrait se construire des batteries d'états initiaux qui correspondent aux principaux régimes hydrauliques, faire ça une fois pour toutes, quand on veut faire un calcul en été ou en hiver, on choisisse l'état initial qui corresponde le mieux au scénario qu'on étudie. Mais du coup, le fait d'avoir enregistré cet état initial, ça évite d'avoir à faire peut-être une dizaine de simulations qui prendraient 5 minutes chacune, quoi. Donc, ça peut faire gagner du temps. En gros, pour mettre au point la simulation, il faut faire plusieurs, même sur un seul run hydraulique, il faut faire plusieurs simulations qualité pour arriver à un régime pseudo-périodique, et ça on le vérifie sur, par exemple, le temps de séjour des niveaux initial et final sur les principaux réservoirs. Et une fois qu'on a fait ça, on peut, entre guillemets, faire des simulations de reprise. Et là, il suffit d'utiliser le fichier WQS, le mettre en réservoir auto là, dans la boîte de dialogue, et un seul calcul qualité donne les résultats. Et même si le scénario hydraulique est un petit peu différent, ça peut être admissible. Si maintenant, si vous voulez un peu affiner, vous pouvez relancer plusieurs calculs qualité derrière pour s'assurer que ça se périodise bien. Voilà. Bon. Donc ensuite, pour ce qui est des cinétiques hauts, je l'ai dit un petit peu à l'oral aussi. L'idée, c'est d'utiliser les ordres de grandeur, c'est de l'ordre du millième en minute moins 20. Les constantes cinétiques de décroissance du chlore. Et ça a un effet assez important, hein, puisque c'est des constantes de demi-vie, vu que les lois, ce sont des exponentielles. En fait, quand on double la constante, en fait, on divise quand même beaucoup les concentrations en chlore.
conceptuellement, c'est assez simple en fait, hein, il n'y a finalement pas tellement d'informations à saisir. Moi, je vous conseille donc de rentrer les conditions aux limites dans le temps, donc les sources, hein, d'écrire les sources, de relancer une simulation hydraulique pour être sûr qu'elles sont bien intégrées dans les calculs de qualité. Alors, oui, alors il y a éventuellement des détails quand même qu'il faut peut-être que je dise. Je fais le parallèle avec l'hydraulique. Quand vous lancez un calcul hydraulique, vous appuyez sur le bouton de tout calculer, et puis ensuite, éventuellement, vous utilisez le tracé des courbes en fonction du temps, ou bien vous utilisez le magnétoscope là, dans l'onglet résultats. En fait, ce que fait Piccolo, c'est qu'il a enregistré tous les résultats dans le fichier result.bin. Et si vous n'avez rien précisé, ce fichier result.bin, il est dans le dossier, dans le sous-dossier travail du dossier d'install de Piccolo, ou alors dans un dossier Virtual Store dans votre profil. Bon, en fait, c'est important que ces fichiers-là soient sur votre machine, ne soient pas sur le réseau. Parce que si vous êtes sur un site distant, en fait, ça va en plus ralentir le calcul. Donc, il vaut mieux que ça soit sur votre PC physique. Donc, c'est un bon choix que ce soit dans votre profil ou dans un dossier sur votre machine physique. Pour la simulation qualité, c'est un petit peu pareil. Les résultats, ils vont s'écrire dans des fichiers différents, donc qui s'appellent par défaut polne.wql et polarc.wqa, et qui vont eux aussi se créer dans le sous-dossier travail, dans le dossier d'install, si vous avez le droit d'accès, ou dans un virtual store dans votre profil. Et c'est pareil quand vous voulez utiliser le magnétoscope. Donc là, normalement, vous pourriez avoir envie de faire ça et puis de faire un fichier. Et là, on voit qu'il ne se passe rien en fait, hein. Vraiment, la souris, elle bouge, donc le machin, il défile le temps, mais il ne se passe rien. Parce que il faut aller cocher dans Outils, alors accès, dans Sauvegarde, pardon, dans Instant. Il faut dire que quand on va récupérer les données avec le magnétoscope, il faut appliquer au calcul hydraulique et au calcul qualité. Donc on dit à Piccolo, il ne faut pas aller chercher uniquement les résultats hydrauliques, il faut aussi aller chercher tout ce qui a été calculé dans les deux autres fichiers. Je vais merder. Tac, tac. Ouais, là, ça bouge. Par contre, si vous changez de modèle et vous laissez cocher, comme les fichiers simulation, les fichiers de résultats, ce sont ceux de ce modèle-là, mais si j'en ouvre un autre, que je vais utiliser le magnétoscope, il va vous dire attention, les fichiers qualité ne correspondent pas au modèle, parce qu'il vérifie quand même que les identifiants sont les mêmes. Donc, une fois que vous avez fini avec la simulation qualité, il faut penser à aller décocher cette case-là. Sinon, ça va créer plein de messages d'erreur. Voilà. Normalement, vous avez tout. Alors, dans le support, ça doit être décrit. Tout doit être. Ouais, ensuite, il y a des détails sur le lancement. En fait, ouais, il y a les paramètres de sauvegarde. Ici, on dit à quelle fréquence. En fait, on échantillonne. Là, pour le coup, on n'enregistre pas tous les résultats. On échantillonne. Alors, on donne un intervalle indicatif parce qu'il est possible que Piccolo enregistre plus d'informations. En l'occurrence, dès qu'il y a un changement d'état dynamique, il y a des résultats qui sont sauvegardés, mais là, on est sûr qu'on enregistre au moins toutes les 12 minutes. Et pareil, et puis on peut donner un pas différent pour les arcs et pour les nœuds. Il y a une boîte
détail ici, je me souviens même plus ce que c'est, mais autant la laisser cocher. Voilà. Et puis ensuite, ouais, c'est dans l'autre boîte qu'on définit, c'est dans la boîte de paramétrage qu'on peut dire éventuellement à quelle date on débute le calcul. Mais normalement, c'est les mêmes dates que la simulation hydraulique, hein. Et la périodicité de visualisation, c'est quand on appuie pas de temps par pas de temps, en fait, ça s'arrête au bout d'une heure, là, pour le coup. Par contre, puis, pardon, je me souviens plus. ouais. Mais c'est vrai que si on lance sur 72 heures, ton fichier résultat, il y a les résultats partiels, hein, à 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Si on veut des... Alors, Hein, si ton scénario hydraulique est sur 72 heures, tu veux dire, tu oui, as c'est un ça, parce que préfet. généralement, je l'ai pas utilisé récemment, hein, mais c'est vrai que je me souviens d'une simulation qu'il fallait faire sur 72 heures, où effectivement on Oui. faisait très attention à pas réinitialiser à chaque fois, ce que tu Mhm. as réexpliqué là. Mais après, par contre, au niveau du fichier résultat généré, je sais pas Alors, si il, il y a ouais, les vas-y. résultats intermédiaires, ou est-ce qu'il faut le regarder à chaque fois? Au bout de Euh, 24 heures, ma premiure journée, et je vais alors, regarder au bout de BDE. normalement, donc alors ici, tu peux mettre, en fait, si tu fais un hydraulique sur 24, sur 72, c'est vraisemblablement pour aller jusqu'à 72 en qualité, on est d'accord. Donc là, il faut vérifier qu'il a bien mis 72, qu'il a bien aligné. Si ce n'est pas le cas, il faut le Ouais. faire explicitement. Ensuite, la périodicité de visualisation, ça n'a pas beaucoup d'influence sur la précision du calcul, hein. Par contre, du coup, quand tu lanceras ton calcul qualité, et là, il te dira fin de visualisation 72 et que tu lances tout calculé, ben, il va partir pour les 3 jours. Et si tu as coché utilisation d'un fichier d'état détaillé, ben, ça sera bien le résultat au bout des 72 heures qui sera. Ah, Oui, ah oui. Mais enfin, c'est pas gênant, hein, parce que ce fichier, en fait, si tu as plusieurs simulations à 72 heures à faire, en fait, il résume quand même ce qui s'est passé. Donc ensuite, rien ne t'empêche effectivement de lancer une simulation que sur 24 heures. À ce moment-là, si tu t'intéresses qu'à la première journée, et puis à regarder ah oui, les d'accord. résultats sur 24 heures, hein. Ok. En fait, le fait de faire des simulations hydrauliques sur plus que 24 heures, euh, par exemple avec les panettes, je pense que tu es obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas ce système de reprendre les résultats du calcul précédent pour continuer. Donc en fait, si ton temps de séjour sur ton modèle est de 4 jours, par exemple, tu es obligé de faire au moins une simulation sur 4 fois 24 heures, voire même 5 fois, voire même plus, si on veut stabiliser ce qui se passe dans les réservoirs. D'accord, ouais, Et, parce que du hein, coup, c'était quand et je faisais des ouais, mesures de chlore libre sur le réseau ouais. pendant quelques jours, où effectivement on avait besoin de savoir, bah, effectivement ce qui se passait sur une plus longue durée que 24 heures, quoi. Ouais. Mm. Oui, alors ça, voilà, ça peut être ça. Ou alors, ce qui se passe, c'est que si justement ton niveau hydraulique final de réservoir est sensiblement différent du niveau initial, bah, en fait, c'est la pseudo-périodicité, enfin, l'hypothèse de pseudo-périodicité est moins légitime. Et pour renforcer cette légitimité, bah, il suffit justement d'étendre la période de simulation. C'est-à-dire 1 mètre d'écart sur un réservoir de 5 mètres sur 24 heures, c'est 2 fois moins grave qu'1 mètre d'écart sur 48 heures. Parce qu'il y a quand même eu, parce qu'on ramène ça comment dire, au volume cumulé entrée et sortie, quoi, si on veut. Donc, effectivement, une autre méthode, c'est de dire, je pars direct sur un scénario de 48 ou une semaine, ou un scénario hydraulique d'une semaine. Je fais mon scénario d'une semaine, je fais ma simulation qualité sur une semaine, et je ne regarde que la dernière journée. Mais c'est plus long à calculer. Oui, Voilà. Et c'est aussi un outil qu'on utilise dans AquaDvance. Parce que comme dans AquaDvance, on fait des runs, par exemple, sur 24 heures,
En fait, on est obligé quand même de sauvegarder l'état final au bout de 24 heures, parce que le lendemain, on va refaire la journée suivante et on veut repartir de l'état de la simulation qualité, comme si, c'est comme si on travaillait sans couture en fait. Et là, pour le coup, tous les scénarios sont différents parce que c'est les vrais scénarios des journées qui s'empilent. Mais l'état initial, l'état WQS, là, il sert juste à mémoriser là où on en était pour pouvoir repartir la journée d'après. Pour terminer avec ça, utilitaire Python Smart, il y a un truc qui s'appelle Smart WQSim. Hop, alors je vous le repasse là. Il est là. Et puis, et là, je vais aller donc du coup chercher mon modèle formation. Ah oui, il faut que je prenne un point bin par contre. Je ne sais pas. Peut-être que je peux prendre un point date. Bon, je l'avais peut-être modifié, mais tant pis. Et là, en fait, ce truc-là, on lui dit on veut créer le fichier WQS. Bon. Et puis, je lui dis je veux au maximum 25 itérations. Et éventuellement, je m'arrête si l'écart maximum d'âge de l'eau au réservoir, bon, pour ceux qui ont un volume strictement positif, hein, et à moins d'une heure entre l'état initial, le final et l'initial. Et donc là, je lance. Voilà. C'est mieux. Et là, il fait plusieurs trucs. Là, il en a la simulation 7, 8, 9. Et il me dit attention, écart de volume, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs initiales et finales ne sont pas tout à fait ajustées. Donc là, il était jusqu'au bout, en fait. Parce que... Et puis, oui, là, il a... Ouais, d'accord. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs simules avec la une, il l'a fait en init auto avec le fichier WQS. Ensuite, la deuxième, il a fait en init auto détail avec le réservoir auto. Ensuite, on. Ensuite, il essaie d'estimer les niveaux initiaux des réservoirs pour les états initiaux des réservoirs. Et puis ensuite, il lance le calcul à nouveau en init auto, quoi. Donc, il essaye de faire un truc intelligent, mais ça ne marche pas forcément à tous les coups. Et on voit qu'il y en a un qui continue à vieillir, en fait. Donc, effectivement, il y avait encore 24 heures d'écart. En fait, il y a plus de 10 jours ou 30 jours il doit y avoir un réservoir un peu foireux là, dans l'histoire parce que il vieillit de 24 heures. Donc, on doit avoir un réservoir qui fait que se vider là quelque part et du coup, ça ne peut pas converger. Par contre, celui-ci, il a convergé assez vite, 38, 39, 18, 39, 41. On voit que le temps de séjour, il est le modèle est un peu pathologique. Donc ça permet en fait de faire ça, de construire. Donc ça construit le Piccolo en utilisant le même fichier de WQS et puis on fait une simulation et puis c'est bon. On chercher le fichier WQS qu'on a généré par l'autre outil et puis on lance un calcul et puis c'est bon. Juste une question par rapport aux concentrations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'injecter un profil de concentration, non pas un profil de Ah consommation? si, oui, là j'ai mis des valeurs constantes. Mais bien sûr, hein, pardon, c'est dans scénario. Au niveau des nœuds, c'est toujours des valeurs constantes, mais ici, en fait, quand on crée les données, ici, alors là, on a deux petits points. On dit soit il n'y a pas, et là, on reste sur le inactif ou indéfini. Soit on met une valeur constante, soit on met une concentration en fonction du temps, et là, on rentre une série temporelle comme dans les mesures et dans les données RODT. D'accord, ça. Merci. Alors, ce que j'ai dit aussi, c'est que donc ces points-là, c'est des forçages. Donc, je pourrais en mettre un au milieu du réseau, un forçage. Hein,
Voilà, je ne peux pas prendre ce nœud-là, mais je vais en prendre un n'importe où. Donc, je prends un nœud, V241V, CTRL-C. Et dans les données, je peux aller dire, donc pour rajouter un nœud, il faut, là le bouton il est grisé, donc il faut que l'identifiant de nœud existe. À ce moment-là, le bouton se dégrise, donc je clique sur Ajouter, et là je peux rajouter des valeurs. Tant que je laisse comment dire, un truc indéfini, en fait cette valeur-là ne va pas être modifiée par la condition limite que je suis en train de saisir. C'est-à-dire que là, si je laisse indéfini pour Z1, ZApp, ça ne va pas bouger, ça va rester tel quel. Par contre, si je mets une valeur, je mets une valeur 50, cette composante-là du vecteur concentration, quand il passe au nœud, au passage du nœud, il est remis à jour à 50. Qu'il soit plus haut, qu'il soit plus bas. Donc c'est un forçage partiel, en fait. On a intégré le calcul du CVM là, donc dans la scénarisation, dans qualité, dans l'onglet cinétique, là, il y a un choix mode CVM, en fait. Et donc, on active le temps de séjour sélectif. Donc là, pour le coup, plutôt pour les matériaux, ça serait les PVC de plus de posés avant 1980, quoi, de plus de 40 ans. Et puis, il faut peut-être utiliser la macro. Il y a une macro qui s'appelle CVM Prep qu'il faut peut-être utiliser pour être sûr que ça marche bien. Continuer. Donc, le module dépôt-érosion, en fait, il s'appuie uniquement sur l'hydraulique, on pourrait dire. Et puis, là, on voit assez bien dans les paramètres de calcul, en fait, on se définit un ensemble de paramètres. Donc, en fait, ce module, il consiste à dire que l'eau charrie des sédiments non cohésifs de diamètre qui est donné ici, de masse volumique, voilà, avec une concentration qui est celle-là. Et enfin, on a deux modèles, en fait, Velikanov et Akerswite, mais le principe est un petit peu le même. En fonction de ces paramètres liés aux particules, et d'une part, et des vitesses et des diamètres dans les conduites, on est capable d'estimer si la contrainte de cisaillement de l'écoulement au niveau de la paroi est capable d'arracher justement, enfin de remettre en suspension les sédiments non cohésifs ou pas. C'est vraiment ça le principe de calcul. Donc dans les deux options, en fait, elles ne s'expriment pas exactement de la même manière, mais il faut saisir deux seuils. Alors dans le cas de Akerswite, c'est adimensionnel, je crois, et les seuils c'est 1 et 5. Et dans le cas de Velikanov, je ne me souviens plus comment ça se présente, mais c'est un peu pareil. Ensuite, on calcule d'autres paramètres pour la simulation. Et in fine, ce qu'on va faire, c'est que pour une conduite donnée et une vitesse donnée, en fait, ces paramètres, en gros, permettent de calculer. Ces paramètres qui se traduisent en un seuil de vitesse haut et un seuil de vitesse bas pour chaque diamètre de conduite et éventuellement rugosité de la conduite. Donc c'est différent pour toutes les conduites, on va dire, ces seuils. Et en fonction de si la vitesse est entre les deux, au-dessus ou en dessous, et ben on dit que les sédiments vont se sédimenter ou rester en transport ou se remettre en suspension. Donc ça, c'est pour une image d'une carte de vitesse instantanée. Donc on a une caractérisation dans 3 états possibles. Et ensuite, si on regarde une simulation hydraulique sur 24 heures, donc les trajectoires de vitesse pour chaque conduite, et ben on trace les deux lignes vitesse max et vitesse max et min pour pour chacune. Et puis on regarde combien de pourcentage du temps on est en phase transport, en phase remise en suspension et en phase sédiment. Et si on n'est jamais en phase suspension, c'est que vraisemblablement la conduite va s'encrasser. Si on se remet en phase suspension plus de, je sais pas, 5% du temps, ça veut dire peut-être qu'il y aura un autocurage, quoi.
Donc le critère, c'est finalement de regarder quel pourcentage du temps on calcule de la remise en suspension. Donc le calcul, pour le coup, est très rapide. Une fois qu'on a la simulation hydraulique, simulation, il a le module dépôt érosion, donc c'est cette boîte de dialogue là. Là, elle n'est pas bien initialisée. Il y a n'importe quoi dedans. C'est bizarre. Donc on va prendre les valeurs par défaut. Ça prend même pas les bonnes valeurs par défaut. Parce que là, il faudrait. Et puis là, il faudra une valeur 1. Donc là, je vais corriger. Apparemment, il y a un truc qui a passé à l'as. Donc voilà, on choisit. Ah oui, les constantes de puissance, ce n'est pas les mêmes pour VK9 et Kurzweil. Donc on va plutôt, je vais plutôt me mettre ici. Bon. Je dis OK. Et puis là, normalement, je lance le calcul. Donc en dynamique sur le scénario courant. Off. Et j'affiche les résultats. Et ça me donne le pourcentage du temps en dépôt, transport et érosion. Et là, il y a. Ouais. Il y a 0 en érosion. Donc, ah si, donc il y a des valeurs. Ouais, donc, tiens, cette grille-là, elle ne trie pas. Voilà. Donc, et est-ce qu'il y a moyen de les visualiser? Normalement, je pense que il doit y avoir un attribut qui permet de le visualiser graphiquement. Je me demande si c'est pas recopié dans les attributs XX, Y, Z, Z. Je ne l'ai pas écrit, mais ça doit être plus ou moins ça.